Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, une neuroatypie peut en cacher une autre. Mais comment faire quand on découvre que son enfant est par exemple à la fois HPI et autiste? On va poser la question à Béatrice Millettre, elle est l'invitée du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, géographie sur le thème des glaciers. Question du jour, où se situe le plus grand glacier du monde? Ouais, on commence assez facile quand même. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Denis Mercier. Et puis rendez-vous, comme chaque semaine, avec Marie-Olivier. Au sommaire du cours particulier aujourd'hui, une pédagogie réputée nouvelle qui remonte en fait à l'Antiquité grecque. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Béatrice Millettre, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir. On vous avait déjà accueilli pour un précédent ouvrage. Vous êtes docteur en psychologie, neurobiologiste, psychothérapeute et vous êtes en charge d'un cabinet de thérapie comportementale et cognitive ici à Paris, à Neuilly même d'ailleurs. Vous n'êtes pas loin de School TV puisqu'on est installé ici. Oui. Et vous publiez donc aux éditions Marabout un ouvrage intitulé Doublement exceptionnel. Alors, il y a des sigles, on va évidemment les développer, HPI, TDAH, TSA, TSLA. On comprend mieux avec le sous-titre, la neuroatypie frappe souvent deux fois, c'est comme le facteur. Et c'est un ouvrage, je dois dire, extrêmement complet, extrêmement accessible, qui s'adresse aussi bien au grand public qu'aux professionnels ou aux personnes directement concernées. On va quand même commencer par quelques définitions. Et alors, assez vite dans le bouquin, vous utilisez une métaphore du champ de maïs pour nous expliquer la différence entre neurotypique, haut potentiel, TND. Et évidemment, ce qu'on appelle les deux œufs, on va y venir à la fin. Alors, le neurotypique face à un champ de maïs, qu'est-ce qu'il fait? Alors, le neurotypique, déjà pour dire, c'est les gens qui fonctionnent un peu comme tout le monde. C'est la majorité des gens, là, c'est les neurotypiques. Donc, les neurotypiques, devant un champ de maïs, ils ne se posent pas de questions, enfin, peut-être un peu, mais ils rentrent dans le champ, puis ils essayent de traverser. Alors, ils vaguent un peu d'un côté, de l'autre, parce qu'ils n'ont pas la tête qui passe. Ils arrivent de l'autre côté, on y va. Et puis, si l'idée, c'est quand même de faire un chemin pour toujours traverser le champ de maïs là où il n'y en a pas, ils vont revenir, et puis au bout d'une dizaine d'allers-retours, il y aura un chemin. Et c'est erreur. Oui, et c'est erreur. Comme dans un labyrinthe, quoi. Oui, dans un labyrinthe. Et puis au bout de 10 fois, vous avez une allée qui s'est faite. Le chevreuil qui passe, et puis il repasse, et puis il repasse, puis après il y a le chemin. Voilà, bon, c'est assez ça facile. c'est moi. Le haut potentiel, qui n'est pas moi. Ça, je ne sais pas. Je vous le dis. Je me permettrai pas. Le haut potentiel, il est devant son champ de maïs, et il commence à réfléchir. Il se dit, puisque le but c'est d'aller de l'autre côté, mais c'est aussi de faire un chemin pour les autres, il va falloir qu'ils traversent, que les gens ils peuvent machin. Donc, puis il veut optimiser tout ça, puis il réfléchit, et donc il réfléchit aux outils qu'il va devoir utiliser. Et puis il veut savoir exactement le meilleur endroit où créer son chemin. Donc il va balancer un drone là-haut pour aller voir du dessus, pour avoir une vision un peu globale. Et puis une fois qu'il a tout fait ça, il démarre, et d'un coup il est de l'autre côté, il a déjà fini son autoroute. Génial. Avant, il a réfléchi longtemps. Oui, j'ai bien compris. On a l'impression de l'extérieur. Contrairement à moi qui ai commencé à... vous avez réfléchi autrement. Les deux, non, mais les deux fonctionnent puisque les deux arrivent de l'autre côté en ayant créé la même chose. Notre TND, donc personne qui a un trouble neurodéveloppemental, lui, il va avoir les outils un peu là, puis les outils devant lui, à un moment, ils vont s'envoler. Donc, il sait ce qu'il faut qu'il fasse, qu'il faut traverser, qu'il faut faire ça. Et puis, à un moment donné, comme si c'était devenu impalpable, ça s'évapore. Et vous dites, à la fin, il peut se retrouver à démarrer la construction d'une piscine au lieu d'essayer de faire une autoroute pour traverser. Voilà, parce que ça s'est un peu perdu. Et qui s'est passionné pour les piscines. Et qui s'est passionné pour les piscines, au passage. Et que voilà, ça s'est un peu mélangé dans son cerveau. Et alors, celles et ceux auxquels on s'intéresse dans le bouquin, vous vous intéressez, doublement exceptionnel, c'est ceux qui combinent différentes formes de neuroatypie. Eux, comment ils font? Alors, ils lancent le drone quand même, j'ai compris. Ils lancent le drone quand même. Mais en même temps, ils vont s'interrompre parce qu'ils voient passer le chevreuil. Et puis, il y a la piscine qui va leur parler au milieu. Dire, c'est pas bête, une piscine, là, elle est sur l'aire d'autoroute, c'est sympa. Et puis, en fait, ils vont essayer de démarrer plein de trucs en même temps. Donc, au mieux, avec les forces du haut potentiel, ils vont arriver de l'autre côté. Puis le projet, ça ne sera pas exactement le même. Il y aura peut-être la piscine quand même sur le côté, où ils auront fait une déviation parce qu'il y a le chevreuil au milieu. Et au lieu d'aller là, l'autoroute, elle arrivera de l'autre côté. Donc, ça va être un petit peu différent. Et donc, il faut voir comment tout ça peut s'équilibrer. Là où je vous reconnais bien là, c'est que vous dites quand même qu'à la fin, tout le monde arrive à destination, d'une façon ou d'une autre. Oui, voilà, parce que quand on parle de neurodivergence, de neuroatypie, de haut potentiel, de machin, on a quand même le sentiment, quand vous dites aux gens, non, mais les autres, ils sont stupides, et puis les autres, ils sont super intelligents. Sous-entendu, il y en a qui sont mieux, mais au final, tout le monde arrive au bout. Mais par des chemins différents. Tous les chemins mènent à Rome. Maintenant, on peut prendre le chemin des écoliers, on peut prendre l'avion, on peut prendre ci. Au final, voilà, on y arrive. Et je crois que c'est ça qui est important quand on parle de neuroatypie, c'est qu'il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Mais c'est très complémentaire, finalement. Voilà. Il y en a quand même dont la vie est un tout petit peu plus compliquée, du moins quand on lit votre livre. C'est donc nos fameux 2E, double exceptionnalité, à laquelle vous vous intéressez. C'est quand on est à la fois au potentiel et qu'on a un trouble neurodéveloppemental. Ça concerne beaucoup de monde.
Alors, on a l'impression aujourd'hui, comme on parle beaucoup des troubles neurodéveloppementaux, que déjà les troubles neurodéveloppementaux sans haut potentiel, ça concerne tout le monde. Le trouble de l'attention, quand vous regardez, alors aujourd'hui, tout le monde a un trouble de l'attention, presque. Alors qu'en fait, les chiffres officiels, c'est 5 à 8% de la population. Donc c'est un petit peu. Haut potentiel, alors ça, c'est un peu... Ça dépend des pays, mais en gros, on va entre 2,5% à 10% de la population, selon les définitions qu'on prend. Donc disons pareil, que autour de 10% les deux. Et donc c'est minoritaire dans la population finalement. Et quand on cumule les deux, c'est pour ça qu'on parle de double exceptionnalité, c'est pas exceptionnel au sens je suis meilleur, c'est exceptionnel au sens statistique. Donc ça fait deux exceptions qui se combinent et donc ça fait pas tant de monde que ça finalement. Les troubles dont on parle et on a déjà consacré des émissions ici à des troubles pris séparément et quasiment à chaque fois, vous ou vos collègues nous expliquent que parfois c'est pas évident à identifier, le diagnostic n'est pas simple. Mais alors, la double exceptionnalité, c'est encore plus compliqué parce que quand les troubles se combinent, l'un peut masquer l'autre, c'est ça ? Tout à fait. Donc on peut avoir le haut potentiel qui masque le trouble neurodéveloppemental, l'enfant qui s'appuie sur ses forces. Et donc, pour le coup, on ne voit pas qu'il a des difficultés de lecture dans la dyslexie, de dyscalculie ou des troubles de l'attention. Des fois, c'est le trouble neurodéveloppemental qui prend le dessus, et donc c'est tellement envahissant qu'on ne voit pas que l'enfant il a les capacités cognitives d'un haut potentiel. Et puis des fois, les deux s'équilibrent. Et voilà. Donc c'est vrai que pour le diagnostic, c'est compliqué. Vous dites qu'il est important, quand on est parent, de se faire confiance, parce que, alors, notamment sur la question du haut potentiel, ils ont très souvent une image extrêmement fiable, précise. Parfois, ils devinent à quelques points près, quand vous faites les tests de QI, en fait, ils savent. En fait, ils savent parce que donc déjà il y a une composante un peu familiale, que ce soit pour les troubles neurodéveloppementaux ou les hauts potentiels. Et puis les enfants, moi je dis toujours ça aux parents, vous êtes les meilleurs experts de vos enfants. Nous on vous donne des conseils, on vous accompagne, on précise des choses, on décrypte des fonctionnements. Mais globalement vous vivez avec eux, enfin pas globalement, et donc vous les connaissez plutôt pas mal, ces petites bêtes-là. Donc oui, souvent ils voient bien, ils osent pas se dire, c'est un peu prétentieux de dire au potentiel. Non, mon enfant il est pas mieux que les autres, j'ai pas beaucoup de points de repère, je connais pas trop d'autres. Mais oui, le langage, il a jamais parlé bébé, il est machin et trucs. Donc globalement, oui. Vous avez les parents inverses, ceux qui pensent que leur enfant est forcément plus intelligent que les autres. Oui. On a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Toutes les couleurs, c'est vrai. Ces enfants doublement exceptionnels, il faut savoir d'abord que tous présentent des formes d'anxiété. Et une des premières missions, dites-vous, des parents, ça va quand même être de les rassurer, de créer un environnement chaleureux autour d'eux, de faire retomber la pression. Oui, bien sûr. Donc déjà, je pense qu'à notre époque, tous les enfants ont un peu de pression, qu'il faudrait chez tout le monde faire un petit peu diminuer. Mais quand on a un trouble neurodéveloppemental, c'est vrai que, de fait, on est plus anxieux. Donc déjà, on est plus anxieux parce qu'on sent... Ils perçoivent tous ces enfants-là qui ne sont pas comme les autres d'un côté. Donc au lieu de se sentir hors norme, dans le sens je suis pas dans la normalité, ils se sentent anormal. On n'utilise jamais ce mot de hors norme ou on dit ça envoie anormal, normé, anormal. Et donc tous ces enfants, ça leur crée une espèce de d'anxiété, de perte de confiance en eux. Ils osent pas écouter. Ils ont souvent de l'intuition. Les gens au potentiel, donc ils osent pas l'écouter. L'intuition mathématique, ça marche super bien, mais jamais on leur dit qu'ils ont raison de donner le résultat comme ça qui tombe de la tête. Donc faut les rassurer, leur dire que leur fonctionnement il marche. Tous les chemins mènent à Rome, c'est ça qu'il faut leur dire aussi. Et donc créer un environnement chaleureux où on va pouvoir exploiter leurs forces pour gérer les difficultés justement. Oui. Au lieu de dire il y a que les difficultés, il y a que les difficultés. Non, il n'y a pas que des difficultés. Ils arrivent à être très épanouis, ces enfants-là aussi, bien sûr. Béatrice Millettre, invitée du Grand Oral de la Quotidienne pour Doublement exceptionnel. La neuroatypie frappe souvent deux fois, c'est aux éditions Marabout. Je ne sais pas si je l'avais précisé. On se retrouve, Béatrice, dans quelques instants. Juste après l'anti-sèche, on teste notre culture générale dans la Quotidienne. Et on la teste toute cette semaine avec vous, Denis. Merci, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur de géographie à Sorbonne Université. Vous avez publié ce très riche atlas des glaciers aux éditions Autrement. C'est super bien illustré, c'est super bien expliqué aussi. J'ouvrirai quelques pages pendant l'émission. Alors la question du jour, c'était où se situe le plus grand glacier du monde ? En Antarctique. Voilà, c'était pas la plus dure. C'est pour ça qu'on dit le continent blanc. Exactement. C'est la partie la plus accueillante pour les glaciers, la partie de la planète la plus accueillante pour les glaciers, pour des raisons essentiellement astronomiques, puisque l'Antarctique, qui accueille cette grande masse glaciaire, se trouve en position polaire, en position orbitale polaire, là où finalement l'ensoleillement ça chauffe le moins, quoi. Est le moins bon, et donc c'est extrêmement favorable pour que les glaciers puissent se développer et s'accumuler. Alors, avant de vous dire, moi je disais les glaciers, c'est les glaciers, quoi. Mais il y a plein de types de glaciers. D'abord, il y en a 274 des glaciers dans le monde, ai-je lu. Mais il y a plein de types différents. Alors, si on commence par notre glacier de l'Antarctique, c'est ce qu'on appelle
Un Inland 6. Exactement. Alors, c'est composé de donc inland à l'intérieur du continent, et is, c'est du suédois qui veut dire donc la glace au cœur des continents ou à l'intérieur des continents. Et on en a 2 aujourd'hui à la surface de la planète, l'Antarctique, donc au pôle sud, et le Groenland, qui correspond donc à ces 2 grandes masses. L'Inland 6, généralement, on donne une limite de 50 000 km², mais on a ici des millions de kilomètres carrés qui sont occupés par de la glace en Antarctique et au Groenland. Ça, c'est la première grande catégorie. La deuxième, ce sont les glaciers de calotte. Oui, où on utilise aussi le terme de fauna, qu'on retrouve dans les îles, les archipels, un peu partout à la surface de la planète, mais surtout dans l'hémisphère nord, donc au Svalbard, dans l'archipel qui se situe entre le pôle Nord et le Cap Nord, sur l'île d'Ellesmere, d'Axel Heiberg, de Baffin, dans les territoires du nord-est canadien. Mais il y en a aussi en Nouvelle-Zélande. Alors, on en a au Kerguelen. Kerguelen, d'accord, pardon. Sur l'archipel. Mais donc on est quand même dans l'hémisphère sud, très peu, mais dans l'archipel des Kerguelen, effectivement. Une petite exception. Et ce sont des glaciers qui sont très bien alimentés, en position toujours insulaire, parce que c'est l'humidité de l'océan qui leur apporte beaucoup de neige et qui leur permet, à des latitudes parfois assez modestes, comme les Kerguelen ou même l'Islande, qui ne sont pas très hauts en latitude, d'accueillir de la glace. Glacier de vallée ou glacier alpin. Moi, je pense à la mer de glace. Exactement, c'est le prototype, tout à fait, parce que c'est d'abord et avant tout dans les Alpes européennes que ces glaciers ont été découverts et étudiés, et on associe ces grands glaciers canalisés par les vallées comme des glaciers de vallée ou de type alpin. Le plus long du monde, c'est Fedenchenko, qui fait plus de 70 km de long, mais dans le massif alpin européen, c'est le glacier d'Aletsch, le glacier suisse, qui est un grand glacier canalisé par une topographie de vallée. Et là, je spoil un peu la suite de la semaine, mais il faut se dépêcher d'aller les voir si on a envie, parce que ceux-là, leur avenir n'est pas garanti avec le réchauffement climatique. Ça vient de le dire. Nous avons les glaciers de Cirque. Oui, alors, ils sont, eux, vraiment très contraints par la topographie, encadrés par des parois qui les protègent également, mais qui permet d'accueillir, puisque pour avoir un glacier, il faut de la neige, il faut que cette neige puisse se transformer en glace, donc il ne faut pas qu'il fasse trop chaud l'été suivant, et les étés qui suivent, pour que la neige se transforme, et il faut aussi une topographie accueillante. Et les cirques font partie des topographies accueillantes, des petites cuvettes, et dont les parois abritent du rayonnement solaire, la neige et la glace. Et on les connaît un petit peu moins bien parce qu'ils sont quand même très difficiles d'accès, pour défaut des alpinistes assez aguerris, je crois. Oui, c'est surtout les glaciers de parois. Ah, les glaciers de parois, pardon, c'est la dernière catégorie, en 20 secondes. Les glaciers de parois qui sont effectivement très méconnus parce que on appelle aussi glaciers suspendus. Ils sont scotchés aux parois parce qu'ils adhèrent aux parois. Ils sont très difficiles d'accès et seuls des alpinistes chevronnés peuvent y accéder, effectivement. Merci beaucoup pour ce premier cours magistral sur les glaciers. On va les retrouver pendant toute la semaine, nos glaciers. Pour en savoir plus, vous pouvez évidemment lire et regarder, parce qu'il y a plein de cartes comme d'habitude, cet atlas des glaciers, cartes qui sont signées Gaël Sutton, je le signale. On retrouvera donc Denis Mercier, professeur de géographie à Sorbonne Université, toute la semaine. Denis, demain on se retrouve pour répondre à la question suivante. Si l'augmentation de la température était limitée à 1,5 degré en 2100, ce qui est pas du tout garanti, quelle proportion des glaciers aura disparu? Réponse demain, Denis. Merci. On retrouve Béatrice. Béatrice, c'est pas toujours évident pour les parents à la fois d'identifier, mais parfois d'accepter la différence de ces enfants quand ils sont neurotypiques ou doublement exceptionnels, mais c'est pas facile pour les personnes concernées aussi. Pourquoi? Je pense que c'est jamais facile quand on est singulier, qu'on n'est pas comme tout le monde. Et alors là, on n'est carrément pas comme tout le monde. Et voilà, moi qui accompagne des gens depuis des années, les gens me disent toujours, je voudrais être comme tout le monde. Pourtant, vous l'êtes pas, donc on fait avec et on se débrouille. Et on retombe sur ses pattes, mais spontanément, c'est plus facile aussi de rentrer dans les codes, de comprendre les normes sociales, d'interagir quand on a tous les mêmes codes, oui, effectivement, donc c'est beaucoup plus facile. Donc déjà, quand on parle de haut potentiel, la plupart des parents que je reçois me disent « Ah là, vous n'avez pas mis le haut potentiel » parce qu'on a l'impression que d'être au potentiel, forcément, c'est une garantie de ne pas aller bien. Et les gens confondent ou ne savent pas que haut potentiel, ce n'est pas une pathologie. Donc ça veut dire que statistiquement, les gens au potentiel, ils vont bien et même ils vont mieux que les autres, ce que nous disent les recherches. Donc c'est surtout pas une calamité, c'est plein de qualités.
comme si un peu ça agissait comme une protection. Ils vont mieux, plus grand épanouissement, etc. Quand on leur dit trouble neurodéveloppemental, autisme, trouble de l'attention, dyslexie, là, les parents s'attendent à ce que ce soit effectivement un petit peu compliqué pour leur enfant. Et ça peut l'être. Parce que tout ça, alors, on précise qu'il y a souvent un S qui se balade pour spectre. Alors, plus connu étant les troubles du spectre autistique. Mais en fait, tous ceux dont vous parlez là, c'est un spectre. Et il y a une notion de continuum. Et quand vous nous disiez au début de l'émission, on est tous un peu, vous disiez pas hyperactifs, on a tous des troubles de l'attention en ce moment. Oui, aujourd'hui, tout le monde. Oui, mais voilà, et tout le monde ne souffre pas de TDA pour autant. Non, voilà. Comme on peut avoir des traits autistiques, et aujourd'hui on parle beaucoup de l'autisme, on peut avoir des traits. Alors moi, je vois plein de gens qui disent je suis autiste parce que j'aime pas les petites conversations, parce que des fois les codes sociaux ça me parle pas ou j'aime pas ça. Mais c'est des traits, c'est pas de l'autisme, c'est un diagnostic avec des critères bien précis. Et donc on est sur un continuum effectivement, mais à certaines époques, écrivez-vous dans le livre, on pensait pouvoir transformer des personnes neurodivergentes en personnes neurotypiques. Oui. C'est ce qu'on appelait d'ailleurs la neuroremédiation. Ça, on en est complètement revenu. C'est une espèce de forme de... Alors, j'aimerais vous dire oui. Je vous dis un oui officiel. Ouais. C'est plus compliqué que ça. Parce que en fait, quand on parle de haut potentiel, c'est pas une pathologie, comme je disais tout à l'heure. Donc ça veut dire que c'est pas enseigné. Un psychothérapeute, par définition, un psychologue, psychiatre, enfin un psy quelque chose, par définition, il est là pour faire de la rééducation, soigner une jambe cassée. Donc, on lui apprend la pathologie. Ce qui fait que quand ça n'est pas une pathologie, c'est pas forcément... Il n'y a pas à réparer quelque chose, donc c'est pas forcément enseigné. Donc ce qui fait que vous avez tout un tas de personnes, et sans du tout leur jeter la pierre, voilà, pour qui ce ne sont pas des sujets sur lesquels ils se sont penchés, qu'on ne leur a pas appris, etc. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont regarder de l'extérieur, quand vous allez voir un psy, il vous pose des questions, blablabla, il va vous dire, mais vous avez ça, ça, ça. Alors qu'en fait, il n'y a peut-être pas ça, 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 parce que ce sont des manifestations qui vont mimer des problématiques, alors que ce sont des signes de haut potentiel ou d'autres choses finalement. Et donc effectivement, en théorie, la neuroremédiation n'existe plus. Moi j'ai vu des personnes qui me disaient c'est aussi violent qu'une thérapie de conversion pour des personnes LGBT, parce que c'est effectivement... C'est une rééducation. C'est une rééducation et vous emmenez à l'envers de vous-même finalement. Donc c'est très très violent. Ça ne devrait pas exister, mais quand vous ne savez pas, eh bien, donc, il y a encore des fautes de formation. Donc on peut conseiller quand même ce livre, non seulement au grand public, aux parents, mais également à un certain nombre de vos consoeurs ou confrères qui, pour une raison X ou Y, n'auraient pas croisé ce sujet, notamment dans leur formation. Il y a plein de conseils d'ailleurs dans le livre. Il y a des conseils pour les parents, il y a des conseils pour les enseignants aussi. Tiens, puisqu'on est sur School TV, il faut détailler le plus possible les attentes, être très concret avec ces enfants-là. Oui, déjà un enfant au potentiel a un vocabulaire assez précis. Ça fait un peu partie du paysage, ils ont un vocabulaire riche et précis. Ce qui fait que quand vous leur donnez des consignes un peu floues, là vous les perdez. Ouais. Un mot c'est un mot, et si vous leur dites pas le bon mot, voilà, ils sont un peu perdus. Et donc a fortiori quand vous avez un trouble neurodéveloppemental qui complique les apprentissages, si c'est pas suffisamment précis, pas suffisamment détaillé, s'ils savent pas où on veut les emmener, conjugué à leur vocabulaire, vous les perdez. Ouais. Donc il faut vraiment être précis, il faut En fait, ils sont dans l'explicite, une forme de ce qu'on appelle dans le langage courant le premier degré. Oui, tout à fait. Ils sont prom dug, comme dit. Alors, ils sont les deux. C'est ça. Parce que le haut potentiel est plutôt deuxième degré, avec un vocabulaire précis. Alors voilà. Et c'est là où c'est... Et c'est là où ça devient compliqué. Je rebondis là-dessus, parce que ça semble très paradoxal. Quand je suis tombé sur votre chapitre, vous dites on peut être à la fois haut potentiel et autiste. Donc moi, je croyais avoir compris que les autistes étaient réputés ne pas assimiler les codes sociaux, alors que les hauts potentiels, au contraire, ils y adhèrent pas. Mais ils savent très bien s'y conformer. Exactement. Bon, alors, comment on est les deux? Alors, je vais vous dire, moi, ça m'a fait des nœuds dans le cerveau pendant des années, quand on me disait que... Voilà, il n'y a pas que vous. En disant que, effectivement, par exemple, dans le trouble autistique, on vous dit, ils n'ont pas du tout d'empathie, les codes sociaux, voilà, etc. Et de l'autre côté, les hauts potentiels, effectivement, ils savent s'adapter aux codes sociaux, ils sont plutôt flexibles, ils ont beaucoup d'empathie. Ils ont de l'intuition, dans l'autisme il n'y en a pas, donc comment vous mettez les deux ensemble? Le trouble de l'attention, on sait que le QI d'une personne atteinte d'un TDAH, il est plus bas de quelques points. Mais comment il peut être en même temps au potentiel? C'est compliqué. Et en fait, parce que c'est deux problématiques qui viennent comme ça, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et donc ça veut dire que pour accompagner ces doubles exceptionnalités, eh bien, il faut tenir compte encore une fois d'un haut potentiel, du deuxième par exemple. Vous avez un enfant dyslexique. Traditionnellement, en dyslexie, on va lui donner des manuels écrits plus gros, avec moins de mots. Des lettres un petit peu écartées, etc. Avec des images, avec des trucs. Et je vais caricaturer beaucoup, on va lui faire lire, s'il est au CE1 ou au CP, un livre d'un enfant avec un mot sous une image, avec des mots très très simples. Sauf que le haut potentiel, le vocabulaire, il l'a. Il ne peut pas lire. Mais là-haut, il l'a.
Donc vous lui donnez lis-moi une orange. Eh ben, l'orange, il vous l'envoie par la fenêtre, ça ne l'intéresse pas. Donc là, vous allez le perdre dans la lecture. Mais comme il ne peut pas lire des mots complexes qui sont les mots qui l'intéressent, qu'est-ce qu'on fait? Et donc il y a un truc relativement simple, vous lui donnez des métaphores. Un poème métaphorique avec des mots, une orange, je ne sais pas quoi, se promène dans l'espace. La terre est bleue comme une orange, allez, on peut voilà, citer. Exactement. Mais vous lui dites d'aller réfléchir. Ça, il peut lire. Et donc vous lui dites d'aller chercher le sens caché derrière la métaphore. Ce qui fait que là, ça fait fonctionner son cerveau sur des mots physiques qu'il est capable de lire. Et donc c'est ça que pour un enseignant, effectivement, d'accord, ça demande de regarder autrement. C'est quand même drôlement compliqué. Je ne vous ai pas posé depuis le début de l'émission une question sur la différence entre les garçons et les filles. Est-ce qu'il y en a une? Oui, mais c'est pas une différence génétique ou que sais-je, c'est simplement que les filles sont moins diagnostiquées, il faut même le rappeler. Oui, il y a quand même un peu d'intersectionnalité avec le genre, effectivement. Alors, en parlant d'intersectionnalité, puisque vous prononcez le mot, c'est le dernier croisement que vous proposez, il n'est pas relatif au fait d'être doublement exceptionnel, c'est un croisement justement entre cette caractéristique et les personnes LGBTQIA+. Oui, donc ça c'est pareil. Des fois, je vous assure que moi, je lis, comme vous, j'imagine, la littérature scientifique, et des fois, je me dis, mais là, j'ai l'impression de perdre mon latin. Quand effectivement, par exemple, on vous dit que dans le spectre autistique, les filles autistes sont majoritairement LGBT. Pourquoi les filles autistes? Pourquoi pas les garçons d'abord? Et pourquoi? Quel rapport avec le genre? Quel rapport? Je dis, mais moi, je ne sais pas. Ceci étant, donc les explications, on ne les a pas, mais les personnes neuroatypiques sont plus LGBT-friendly, en tout cas, et inversement. Il y a plus de... il y a ce constat que les gens LGBT sont plus neurodivergents, statistiquement, et les neurodivergents sont plus LGBT ou LGBT-friendly. Ça interroge quoi? Un rapport à des normes dominantes, à des... Alors peut-être des normes dominantes, peut-être que effectivement les personnes au potentiel spontanément sont des gens qui ont une grande ouverture d'esprit. Donc est-ce que cette ouverture va aussi les amener à se questionner plus librement, voilà, à avoir moins de restrictions, de normes, tous azimuts. Aujourd'hui, c'est un constat. Je ne saurais pas dire. Moi, jamais j'irai jusqu'à dire que le cerveau des femmes autistes est différent, qui va les conduire. Non, mais on a des publications qui nous disent on a ce. Ah oui, c'est vrai. Alors vous ne le laissez même pas. Non, parce que vous posez les deux simplement, mais c'est vrai que comme vous le posiez à la fin. Moi, je le pose à la fin de l'ouvrage, ça m'avait troublé. Je me dis, oui, tiens. effectivement, mais on a de la même façon sur les minorités visibles, on a cette intersectionnalité pour d'autres raisons que neurologiques. Doublement exceptionnel, HPI et TDA, HTS, ATSL. Là, la neuroatypie frappe souvent deux fois. C'est aux éditions Marabout. C'est signé Béatrice Millettre, que nous avons toujours grand plaisir à accueillir dans cette émission. J'ai plaisir à être avec vous. C'est chouette ça. Vous allez rester avec nous alors. On va faire un peu de pédagogie avec Marie-Olivier. Ça marche. À qui Denis va bien vouloir céder sa place. On va repartir. Après la géo, on fait l'histoire. C'est quand même deux matières qu'on marie régulièrement. Toujours. Cours particulier. Cours particulier, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec Marie-Olivier. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Et ce cours, il porte soit sur des pédagogies d'aujourd'hui qui sont appliquées ici ou là, elle porte sur des pédagogies à l'étranger. Et aujourd'hui, vous maniez le paradoxe, une pédagogie dite nouvelle, en tout cas pas si fréquente que ça, mais qui remonte en fait à l'Antiquité. Et oui, aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener à Athènes, aux alentours de moins 400 avant Jésus-Christ. Allons-y. Allez, Athènes. Voyage dans le temps aussi, moins 400 avant Jésus-Christ. Ah ouais. Cette époque, c'est celle de Socrate. Socrate, un philosophe athénien qui est considéré comme l'un des pères de la philosophie occidentale. Avec son élève Platon, bien évidemment. Son élève Platon. On ne connaîtrait pas l'œuvre de Socrate d'ailleurs. Son disciple, exactement, voilà. Qui lui a permis de se faire connaître auprès de nous, car c'est dans le dialogue platonicien, donc de Platon, que son maître Socrate apparaît en action. Alors notre maître Socrate, il n'écrit pas, mais qu'est-ce qu'il parle? Et puis il rencontre du monde, il se balade. Eh oui, c'est un philosophe de terrain, Socrate, un philosophe de rue. Il va à la rencontre des gens, il se balade effectivement, et il va avoir notamment des gens qui sont considérés comme des experts dans la société athénienne, donc par exemple des juges, des enseignants. Et il dialogue avec eux, il dialogue longtemps, il leur pose tout un tas de questions pour creuser leur sujet d'expertise. Donc je suis juge, Socrate débarque, il va me poser des questions sur la justice, mais il veut apprendre ou il veut juste se nourrir intellectuellement? C'est quoi le but? Il apprend sûrement beaucoup de choses en posant ces questions, mais ces questionnements-là ne sont pas anodins. En fait, Socrate, il feint l'ignorance, il pose des questions ouvertes à son interlocuteur avec un but. Un but, c'est qu'il exprime ses idées, cet interlocuteur, qu'il l'argumente et qu'il les défende, ses idées. Il me tire les vers du nez, il me pousse dans mes retranchements. Oui, il vous pousse vraiment dans vos retranchements en ayant cette posture vraiment presque naïve, curieuse, intéressée. Il a un but, amener la personne en face de lui qui l'interroge donc à s'apercevoir qu'elle n'a pas la science infuse, même dans un domaine précis, son domaine de prédilection, qu'elle ne sait pas tout,
Donc en fait, il met en évidence les contradictions dans le raisonnement pour que la personne puisse se remettre en question. Et ce moment de bascule, il porte un nom grec ? Il porte un nom, c'est l'Elenkos, ça veut dire examen critique en grec. C'est la période, c'est le moment de la réfutation, le moment qui n'est pas très agréable pour l'interlocuteur parce qu'il est un peu hors de sa zone de confort, on va dire, mis face à ces contradictions. Mais une fois que cette étape est passée, cette étape qui est peu agréable, il y a la maïotique. Donc, ça, c'est l'accouchement, non, la maïotique ? Exactement, la maïotique, c'est l'accouchement, donc on accouche des idées. Donc Socrate continue à poser des questions ouvertes, et là, il aide l'individu en face de lui à raisonner et à découvrir par lui-même d'autres vérités, des vérités fondamentales. Attention, Socrate, il pose des questions, mais il n'impose jamais de réponse. Quel serait, si on devait le définir, le but de cette méthode socratique ? Alors le but, c'est absolument pas d'arriver à une réponse définitive, ce serait presque anti-philosophique de faire ça. C'est vraiment d'amener à une réflexion, à une prise de conscience des limites de notre savoir. Et cette méthode antique, elle a traversé les siècles. Alors évidemment, Platon s'en est servi. Elle a aussi inspiré la scolastique médiévale, donc au Moyen-Âge, et puis elle a influencé des pédagogues beaucoup plus récents. Par exemple, vous pensez à qui ? Par exemple, John Dewey, dont on a déjà parlé dans cette chronique, pédagogue et philosophe américain du 19e, 20e siècle. Lui, il s'inspire de la méthode socratique pour développer l'apprentissage qu'il appelle par l'enquête. Donc en fait, les enfants, les jeunes, vont enquêter, poser des questions, explorer. Donc ça, c'est vraiment une inspiration socratique, où on pense aussi à Paulo Freire, pédagogue brésilien dont plus on récent, avait également dont on avait parlé ici, qui est mort en 97 et qui lui invite les élèves à questionner l'ordre établi tout simplement pour développer leur esprit critique et devenir acteurs de changement social. Et plus communément, j'allais dire, dans les salles de classe aujourd'hui, ça reste utilisé finalement. Oui, on s'en sert dans des débats philosophiques ou dans des discussions cadrées. Par exemple, il y a un professeur de philo qui va dire justement qu'est-ce que la justice, note les réponses des élèves sans commenter. Oui, note au sens où il les écrit, pas au sens où il tableau, voilà. Ouais. Et en leur posant des questions ouvertes, il va faire émerger chez eux des contradictions, il va les faire repenser leurs idées. Et cette méthode est finalement relativement simple et elle est bien utile aujourd'hui quand on voit toute la masse d'informations à laquelle on est confronté, et les jeunes et les ados en particulier. D'accord. Merci Marie. J'ai une question philosophique à vous poser, une question socratique. C'est une tarte. Voilà, on voulait vous souhaiter votre anniversaire. C'est de la part de toute l'équipe, Emmanuel, parce que je crois qu'il y a 2 jours, vous avez pris une année. Alors, il n'y a pas de bougie, mais j'espère que... Super, votre équipe. Qu'elle vous plaît, cette tarte. Ils sont quand même formidables. Ils sont formidables. Ils ont tous, alors je ne sais pas s'ils sont diagnosticables au potentiel, mais ils ont un potentiel formidable. Potentiel émotionnel, en tout cas, avec beaucoup de quotient émotionnel très élevé. Et voilà. Oui. Joyeux anniversaire. Mais merci beaucoup à Béatrice. Mais merci également. Je crois que c'était le vôtre il n'y a pas si longtemps que ça. C'est ça aussi. On va partager alors. Et avec plaisir. Vous allez rester avec nous, pas que avec l'équipe. Merci aussi de tout cœur à toute cette formidable équipe. C'est mon anniversaire tous les jours avec vous. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation de l'émission, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Xavier Sanchez. Vous restez sur School TV, nous on va souffler les bougies et on vous retrouve en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.